écoutez, ça fait un peu bizarre d'animer une table ronde sans être devant son écran, quand j'ai mon écran. Voilà, on va le faire, ça fait surtout plaisir. Je voudrais commencer, donc ça c'est l'unique slide. Donc vous êtes, si vous ne vous êtes pas trompé, à la conférence table ronde sur l'engagement des lecteurs, la clé de la réussite des stratégies d'abonnement numérique. Alors pourquoi ce thème? Pourquoi le thème de l'engagement? Parce que le développement des parcs d'abonnés numériques est absolument clé, alors de manière différenciée selon les types de presse, les périodicités, etc., mais c'est globalement clé. Parce que l'abonnement pour les lecteurs est synonyme de liberté, souvent, parfois, à la différence de ce que pensent les marques ou les éditeurs, ou ce qu'aimeraient les marques et les éditeurs, d'où l'importance de l'engagement. Parce que les politiques d'acquisition reposent très souvent sur des politiques commerciales et des offres commerciales assez agressives. Donc, l'engagement prend tout son sens pour trouver une suite à ces politiques. Parce que la concurrence est féroce. Et puis parce que l'univers numérique est synonyme de manque d'attention, de zapping. Et donc, celui qui gagnera la bataille de l'engagement gagnera une très grosse bataille. Alors, pour conquérir et conserver les abonnés, il est essentiel, vraiment essentiel, de les engager. Alors là-dessus, tout le monde s'accorde, que ce soit sur les strates, que ce soit, je pense, vous. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que l'engagement des lecteurs? Comment le mesure-t-on? Est-ce un indicateur partagé de manière collective au sein des médias? Quels sont les différents éléments qui favorisent l'engagement? Est-ce qu'on arrive à identifier des bons niveaux d'engagement pour convertir, pour conserver? Est-ce que certaines actions paraissent efficaces mais ne seraient pas rentables, etc., etc. Autant de questions aussi passionnantes que super difficiles auxquelles ont accepté, je voudrais dire, d'essayer de répondre les 4 super intervenants qui sont présents. Et c'est vraiment pas facile parce qu'une fois qu'on est sorti du engagez-vous, engagez-vous, comme il disait, quand on rentre dans l'opérationnel, c'est vraiment pas simple. Voilà. Alors, les intervenants, vous les avez vus, vous les connaissez sans doute. Ils sont, et les intervenants et les marques médias, vraiment de super qualité. Et moi, j'essaye toujours, quand j'ai une table ronde, d'une certaine diversité, même si, je dirais, le niveau de maturité dans l'abonnement numérique n'est pas le même, ce que je disais, selon les périodicités, selon les thématiques, etc. Donc nous avons, je vais faire en ordre d'apparition par rapport à moi, Bérénice Lajoigny, qui est directrice générale du pôle Les Échos. Nous avons Jean-Philippe Siour, qui est directeur du numérique de CMI France, qui nous parlera plutôt, je pense, en tant qu'elle, parce que c'est la marque sur laquelle il y a, c'est une marque très puissante et sur laquelle il y a un vrai travail sur l'abonnement numérique. Lou Grasseur, je ne sais jamais, pardon, s'il faut dire Grasseur ou Grasser. Lou, qui est directrice marketing et maintenant produit, petite tâche, du groupe Le Monde. Et puis enfin, Pierre-Nicolas Dessus, qui est directeur délégué éditeur, donc à la fois spécialiste du marketing client, mais plus, et qui a une verticale de titres, qui dirige une verticale de titres au sein d'Infopro Digital, un premier très gros et premier groupe et loin devant de presse professionnelle en France. Donc une très belle variété de titres, mais tous impliqués, tous qui ont déjà des bonnes performances, qui, je n'ai pas ressorti les annonces, mais qui ont des grandes prétentions, dans le bon sens du terme, pour la suite, des grands enjeux, des grands challenges. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec, je dirais, le premier tour de questions. Et je vais vous demander à chacun, poser 3 questions. L'idéal, c'est que vous répondiez un peu aux 3. Qu'est-ce que pour vous l'engagement des lecteurs? Comment vous le définiriez de manière à la fois synthétique, globale, etc. Lui donner de la consistance. Comment le mesure-t-on? C'est-à-dire comment vous le mesurez, ou peut-être comment vous ne le mesurez pas encore, mais vous aimeriez le mesurer. Et est-ce un indicateur qui est partagé? On sait qu'avec le numérique, le travail entre marketing, technique, rédaction
est beaucoup plus essentiel qu'il ne l'était dans le print. Peut-être qu'il aurait dû l'être dans le print, mais il l'était moins, c'est certain. Donc, est-ce que les indicateurs d'engagement sont, ou l'indicateur, si vous en avez un, est partagé de manière collective au sein de vos médias, chacun? Est-ce que, Bérénice, puisque vous êtes la plus proche géographiquement, vous accepteriez de commencer? J'y vais. Et je serais très, très curieuse d'entendre mes partenaires, parce que leur réponse m'intéresse beaucoup. Je trouve que vous avez super bien posé la question, parce que cette histoire d'engagement, à la fois, c'est un sujet... c'est une certitude, c'est-à-dire que c'était un peu le bon sens, mais on va dire que les analyses ont confirmé que pour qu'un abonné s'abonne, il faut qu'il ait lu, vu, écouté plusieurs de nos contenus, plusieurs voire pas mal, et pour le garder longtemps, il faut qu'il utilise nos contenus de manière régulière, parce que c'est à ce moment-là qu'au moment du réabonnement où il décide de rester, ou alors s'il est en durée libre, il ne s'oppose pas à la question de partir. Ça, c'est le premier point, donc une évidence, c'est un truc absolument vital. Et la deuxième chose que j'ai bien aimé dans la façon dont vous l'avez présenté, c'est que c'est pour moi quelque chose qui évolue beaucoup. Donc on a une vision à un moment de l'engagement. Nous, celle qu'on a aujourd'hui n'était pas celle qu'on avait hier, parce que plus on connaît nos produits, plus on connaît nos lecteurs, plus on connaît nos abonnés, plus on se perfectionne. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, nous, aux Échos, l'engagement, comment on le définit, c'est tout simplement la fréquence d'utilisation de nos contenus. Et donc on le suit avec des indicateurs très, très classiques, très simples. La récurrence de visite par visiteur unique, les articles lus, les profondeurs de visite. Et je dirais qu'en plus de ça, il y a peut-être deux produits, et peut-être j'y reviendrai un peu plus tard, qu'on suit particulièrement, c'est les newsletters. Parce que c'est un produit très fidélisant chez nous. Et donc là aussi avec des indicateurs clés, le nombre de newsletters, le nombre d'abonnements par abonné, et puis les taux d'ouverture et taux de clic. Et l'autre dernier point qu'on regarde de près s'agissant de l'engagement, c'est le téléchargement de l'application. D'accord. Juste une petite question. Vous avez parlé de nombre de visites, de fréquences, etc. Est-ce que ce sont des indicateurs séparés, ou est-ce que ça veut dire que vous avez un indicateur RFV? Non, comme on l'a dit, pas encore celui-là. D'accord. Non, Okay. nous, on regarde encore. Le RFV, c'est, on va dire, le pendant du RFM pour ceux qui ont connu la vente à distance. Récence, fréquence, montant d'achat. Et c'est récence, la récence de la visite, la fréquence, le nombre de visites, le nombre de visites et l'intensité de la visite. Voilà. Non, ouais, nous on les suit encore de manière séparée. Et pour ce qui est du partage, clairement, c'est des informations qui sont partagées à la fois de manière quotidienne et de manière plus analysée, de manière hebdo-mensuelle, et avec la rédaction et les deux services les plus concernés, c'est-à-dire le service audience, marketing et la rédaction, mais c'est très très fluide et très permanent comme échange d'informations. Voilà. Très bien, merci. Alors, dans une méchante galanterie, je ne vais pas passer la parole à Jean-Philippe, mais à Lou. Non, il faut surprendre un peu, ce serait trop facile. Qu'en est-il côté Le Monde? Parce que je pense, c'est Groupe Le Monde, mais sans doute un gros prisme. Le Monde. Sur le quotidien du soir, qui est un site de tous les moments. Sur Le Monde, après aussi sur les autres titres, effectivement, sur lesquels on travaille, que ce soit Courrier International, soit Télérama ou l'Obs, c'est vrai qu'on a des indicateurs relativement communs, mais là je vais vraiment parler spécifiquement pour Le Monde. C'est vrai que l'engagement, c'est une question très difficile à laquelle j'ai encore du mal à répondre aujourd'hui. On y travaille énormément, mais c'est vrai que c'est, comme le disait Béatrice, c'est quelque chose qui est en constante évolution. L'engagement, si on veut vraiment une définition très globale, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est la capacité d'un lecteur, en fait, à consulter plus ou moins régulièrement, en fait, nos contenus, quel que soit le support. Aujourd'hui, nous, on ne se focalise pas forcément sur la quantité de support, mais plutôt sur la régularité avec laquelle quelqu'un vient sur le site, et aussi sur la quantité de contenu. Ça reste un indicateur aussi aujourd'hui qui est important, même si on le challenge énormément.
on en parlera peut-être après, mais l'engagement, c'est corrélé aussi bien d'autres choses que les contenus. Je pense qu'on en parlera après, mais là, si on se focalise vraiment sur les contenus, c'est comment le mesure-t-on? Nous, aujourd'hui, au Monde, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un bilan d'engagement qu'on envoie de manière récurrente, aussi bien aux équipes de rédaction qu'à l'ensemble des équipes marketing, qu'à l'ensemble des équipes techniques. C'est un bilan sur l'engagement au sein duquel, en fait, on a divisé nos cohortes de lecteurs, aussi bien inscrites que abonnés, en 3 grandes catégories. Les abonnés volatiles, ceux qui viennent sur notre site. Alors je ne vais pas donner spécifiquement les scores pour chacune, les indicateurs pour chacune d'entre elles, mais ça peut vous donner une idée. Les volatiles, ceux qui viennent peu régulièrement et de manière pas forcément assidue sur notre site, les occasionnels et les fidèles. Et dans les fidèles, on trouve en fait une pléthore encore de lecteurs fidèles. Il peut y avoir des relativement fidèles et ce qu'on appelle des ultras, des très fans, des gens qui viennent vraiment tout le temps. Donc ça concerne aussi bien les inscrits que les abonnés. Ça, c'est un indicateur quand même qu'on suit énormément, notamment dans le cadre de refonte de produits. Pourquoi ? Quand on sort un produit, on peut très vite voir, même si on est au début content du produit, en fonction de l'engagement de ces gens, de ces cohortes, aussi bien que ce soit les occasionnels que les fidèles, si on voit qu'il y a une baisse en fait continue de ces audiences, on le suit de très près, on se pose la question tout de suite de, en fait, est-ce qu'on a sorti ou est-ce que nos contenus en ce moment là répondent vraiment en fait aux attentes des lecteurs. Si ça baisse de manière continue sur par exemple plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a une vraie question à se poser et il faut rectifier dans ce cas-là le tir. On suit aussi un autre indicateur qui est très intéressant sur la partie abonnement et qui est aussi un indicateur en termes d'adhérence aux produits qu'on sort et au contenu bien sûr d'abord, mais aussi aux produits. C'est ce qu'on appelle l'assiduité de nos abonnés. L'assiduité, c'est quoi ? C'est quand vous avez un taux de 100%, alors c'est l'assiduité sur les supports, en fonction du support, en fonction de nos applications, en fonction du web, en fonction du site mobile. L'assiduité, c'est quoi ? C'est quand on a un taux d'assiduité de 100% sur une application, ça veut dire que l'abonné revient tous les jours pendant un mois sur l'application. Au Monde, la consultation par les abonnés, c'est très applicatif. Donc forcément, on a un taux d'assiduité qui est beaucoup plus fort sur les applications. Ce qui est intéressant, ce taux d'assiduité, il est intéressant de le suivre, bien sûr, mois par mois, mais notamment aussi dans le cadre de la refonte de produits. On a sorti une nouvelle application récemment. On a suivi très près ce taux d'assiduité parce qu'on était très content du produit qu'on a sorti. Les indicateurs étaient au vert, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sorti ensuite à 100%. Cette nouvelle application est sortie progressivement à 100%. Mais derrière, le taux d'assiduité a changé. Il a parfois baissé, il est parfois remonté, mais on le suit très près parce qu'on sait en fait que ça peut être un bon indicateur sur en fait, l'engagement des lecteurs derrière sur ces applications. Et plus globalement, oui, c'est à nous comme débattrices, c'est très largement partagé au sein des différentes équipes. C'est un bilan qu'on envoie, le bilan engagement, que ce soit sur ces cohortes ou sur l'assiduité des abonnés. On l'envoie au sein des rédactions, on échange dessus tous les mois, c'est vraiment, on y revient dessus, on échange ensemble. Avec la technique aussi, en fait, la technique va se poser des questions aussi, ça veut dire que le marketing va pouvoir mettre en place des actions, la rédaction va mettre en place les actions majeures pour rectifier le tir. Derrière, la technique va aussi se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le site, est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose, est-ce qu'il n'y aurait pas un bug quelque part, où on se dit, en fait, l'assiduité, elle descend, on n'arrive pas à l'expliquer autrement que par... on n'arrive pas à l'expliquer par les contenus, il n'y a pas eu de changement majeur, est-ce que ce ne serait pas un bug qu'on n'aurait pas identifié ? Ça nous est arrivé plusieurs fois, se rendre compte de se dire, en fait, peut-être que techniquement, sur un des supports, on avait loupé quelque chose, une mise à jour ou autre chose. Donc c'est arrivé. Merci beaucoup. Non, je crois que Pierre-Nicolas est désigné par Lou. Donc évidemment, grande spécificité de la presse, des médias, je n'ai pas envie de dire presse, quand je pense que c'est fini, vous dites plus presse, chez Infopro et ailleurs. C'est quoi l'engagement chez Infopro Digital ? Alors effectivement, vous l'avez dit, on est un groupe de médias B2B. Donc derrière le nom Infopro Digital, il y a des marques médias qui sont très puissantes sur leur verticale. Vous connaissez peut-être de nom LSA dans la grande distribution, le Moniteur dans le BTP ou encore l'Usine Nouvelle dans l'industrie. Donc déjà, le premier élément de différenciation sur le B2B, c'est que l'acheteur de l'abonnement n'est pas forcément l'utilisateur. Alors, c'est une évidence, mais je le rappelle en préambule, celui qui va décider de renouveler l'abonnement n'est pas forcément celui qui aura utilisé l'abonnement tout au long de l'année. Donc, par rapport à ce qui a pu être dit précédemment, on a à peu près les mêmes indicateurs de suivi sur des ratios de visite, en fonction des contenus, en fonction des supports que l'on suit. Donc, en synthèse, l'intensité d'usage est quelque chose que l'on suit de très près et la spécificité, par contraste, peut-être avec ce qui a pu être dit précédemment sur des marques médias B2C, c'est qu'à la fois on essaye de suivre l'engagement individuel, mais aussi l'engagement pour le grand compte
qui est client. Je vais prendre un exemple concret. LSA, vous avez comme abonné le groupe Auchan. Évidemment, il y a des centaines d'abonnés Auchan. Et donc, le taux d'engagement d'Auchan au global agrégé avec tous les abonnés Auchan, c'est aussi quelque chose que l'on suit pour s'assurer au moment du renouvellement que le groupe Auchan est globalement satisfait de l'usage de ses collaborateurs. Donc ça, c'est une spécificité évidemment qui est propre à notre univers. On a aussi, également en complément un suivi qui est différent en fonction des gens qui sont abonnés à titre individuel et ceux qui sont abonnés via un format qu'on appelle d'offres multi-accès ou grand compte. Donc ça va être des offres illimitées, par exemple. On va aller voir, je vais prendre un autre exemple dans le BTP, le groupe Vinci. On va proposer d'abonner l'ensemble des collaborateurs du siège via une adresse IP. Et donc on aura peut-être les 2000 collaborateurs du siège qui vont avoir accès au moniteur. Et on va suivre les usages de ces 2000 collaborateurs au global et en macro pour s'assurer que le niveau de visite et d'intensité de visite et d'usage est bon. Et on le suit, pour revenir sur votre dernière question, de manière mensuelle. On a un comité de pilotage qui rassemble les rédactions, les équipes abonnements, les équipes produits / audience, comme le disait Lou précédemment, et aussi les équipes techniques. Donc ces chiffres sont partagés en toute transparence chaque mois, et il y a un document qui est disponible et partagé auprès de tous. Et c'est clairement un indicateur de pilotage qui est clé. Donc je vais donner un exemple concret d'application. Si on a un taux d'engagement des abonnés qui chute, on va regarder évidemment les différentes raisons. Une des raisons peut être la baisse du nombre d'articles fermés, par exemple. Et donc là, avec la rédaction, on va dire vous avez baissé le taux de fermeture d'articles. Tout de suite, ça a un impact sur le taux d'engagement de nos abonnés. C'est un problème, on va le rehausser. Voilà un exemple concret pour illustrer le propos. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Jean-Philippe, qui aura eu la chance d'avoir le temps de réfléchir, mais beaucoup de choses ont déjà été dites, je vais revenir sur les Échos et Le Monde, parce qu'évidemment, vous avez des parcs d'abonnés B2B et de la vente collective de licences importante, quoi, sans être infopro digital en termes de profil de titre. Du coup, est-ce que vous avez des indicateurs justement un peu spécifiques sur, je ne sais pas comment vous les appelez, les grands comptes, quoi, sans doute les grands comptes. Là, je vous laisse entre... On est en train de... D'accord. En train de... Okay. Ouais. Ouais, non, pour l'instant, on suit le portefeuille de manière assez indifférenciée, alors, sauf à mettre en place je dirais des suivis plus commerciaux, mais en termes d'engagement, en train d'y réfléchir. Je pense notamment, je crois, j'ai plus tout en tête, mais c'est le FT qui a mis en place des modèles assez particuliers. Très scientifiques. Mais qui donne très envie. Ouais. Qui est sur le nombre, alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais vous savez mieux que moi, je pense, Bérénice, je crois que l'éditeur paye en fonction, ne paye pas les gens, les collaborateurs en deçà d'une certaine intensité de consommation, etc. C'est ça ? Ouais, ils ont un modèle, effectivement, un modèle commercial à l'engagement. C'est que pour une entreprise donnée, reprenons Vinci par exemple, en fait, ils définissent leur nombre de core readers, donc, qui sont des lecteurs qui, je crois, le critère c'est peut-être un jour sur 2 ou quelque chose comme ça. Et donc, ils définissent le tarif de l'année, des abonnements de l'année sur ce nombre de core readers, mais ils donnent un accès plus large. Et voilà. Et pendant toute l'année, ils travaillent l'engagement de ces lecteurs plus larges pour, à la fin de l'année, dire regardez, vous aviez 100 core readers et on a ouvert 200 comptes, et sur les 200 comptes, il y en a 50 qui lisent autant, qui sont devenus des core readers, donc il ne faut plus nous payer 100, mais 150. Voilà. Lou ? Oui, alors effectivement, nous aussi, on est en plein dedans. Effectivement, pendant longtemps, on ne s'est pas attardé forcément à regarder spécifiquement le B2B. On regardait d'un point de vue global. C'est vrai, comme disait Pierre-Nicolas, le gros problème, c'est que effectivement, ceux qui consultent ne sont pas ceux qui vont renouveler l'abonnement. Mais on le regarde de plus en plus. On s'est rendu compte que, effectivement, sur le B2B, la part d'engagement pouvait être un petit peu plus faible que sur le reste du B2C. Peut-être parce que voilà, c'est une notion de je ne suis pas allé chercher moi-même mon abonnement. Je l'ai eu vraiment comme de manière passive, mais je l'utilise quand même. Après, il y a des quand même ultra
engagés parmi eux. Et l'idée, c'est justement de se dire à eux, là, on est en train de faire justement des campagnes très spécifiques sur lesquelles on pousse l'inscription à des newsletters, on essaie de leur montrer beaucoup plus de thématiques. Alors c'est tout récent, on est en train d'essayer de mettre en place ce genre de dispositif pour essayer d'aller chercher plus d'engagement là-dessus, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un levier derrière de conviction au moment du réabonnement. Pour ceux qui ne se réabonnent pas, il y a bien sûr aussi un taux de réabonnement derrière au bout d'1 an pour nous qu'on doit améliorer. Ça, c'est un indicateur qu'on suit de très près, comment améliorer chaque année le taux de renouvellement. Et on sait que ça peut être un outil, un levier puissant de dire, en fait, regardez, votre entreprise, elle l'utilise énormément. En une ligne, ça peut être dit, ça peut être, et la personne va être en une ligne convaincue en fait, qu'il faut renouveler l'abonnement. Okay. Merci. Alors, Jean-Philippe, je repose la question parce qu'elle m'a posée il y a longtemps. Maintenant, qu'est-ce que l'engagement chez CMI et chez elle? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc comment le mesure? Voilà, alors, il y a un truc qui est bien. Je sais, CMI est parti plus tard et c'est du fait de la typologie. Et comme disait le grand penseur Groucho Marx, il faut apprendre des erreurs des autres parce qu'on n'a pas le temps de toutes les faire soi-même. Donc ça a dû vous permettre d'apprendre, non pas que vous ayez fait des erreurs, vous autres, mais qu'est-ce qui vous reste à dire? Non, c'est vrai qu'on est parti beaucoup plus tard que les autres, puisqu'on a lancé en fait notre logique d'abonnement sur la marque L. Donc l'année dernière, donc on est tout récent, on va dire qu'on est bébé dans l'environnement de l'abonnement numérique. Donc nous en fait, les critères d'engagement ont complètement évolué, parce qu'en fait on était et on est principalement une marque en fait qui gagne sa vie par un revenu publicitaire. Donc on était classiquement en fait sur des critères d'engagement qui étaient liés à des pages vues et des visites des pages vues, qui sont les deux critères en tout cas pour valoriser nos visiteurs. Et on avait commencé à glisser quand même sur un modèle qui étudiait beaucoup et qui valorisait la durée en fait des sessions sur notre site. Et là, on a évidemment basculé sur plutôt un critère de récurrence, en fait, comme l'ensemble des différents acteurs sur ce credo. On l'a dit, en fait, on a besoin de beaucoup de points de contact, en tout cas pour vendre un abonnement. En fait, on devient e-commerçant. Donc on a besoin de générer ces points de contact, et pour ça évidemment la récurrence c'est l'indicateur en tout cas qui est assez commun avec tout le monde. Alors après nous on a aussi des grilles différentes en fait d'engagement qui sont un peu plus détaillées. Donc on a aussi nos volatiles qui viennent assez peu souvent. Nos volatiles, on a des occasionnels, on a des réguliers, enfin nous nos strates, des fans, et après on a nos connectés. Et en fonction en fait de ces typologies, on va regarder les différents indicateurs. Et regarder aussi justement s'ils évoluent dans le bon sens au fil des mois. Et on regarde aussi, comme tout le monde, les abonnés, on suit pas mal les abonnés de newsletter, les créations de comptes aussi, puisque c'est un enjeu majeur aussi de connecter nos visiteurs. Et quant au partage de l'information, c'est aussi le sens de l'histoire, mais le fait d'être parti un peu plus tard, ça nous a permis aussi d'impliquer l'ensemble des services de la société. Donc on est vraiment, on a la rédaction, le marketing, l'audience, la technique, et en fait on a des points réguliers, on a des points hebdo plus un point mensuel avec l'ensemble des acteurs, parce qu'on est tous, on le verra un peu plus tard dans les questions, mais l'ensemble en fait l'ensemble de ces services sont concernés, en tout cas par l'engagement et par les performances. Très bien. Du coup, alors l'ensemble des services concernés, etc., ça sent un peu quels sont les différents éléments qui favorisent l'engagement. Donc merci pour la transition, on va gagner du temps. Garde le micro, gardez le micro. Alors, sachant, c'est quoi? C'est le contenu, les services, le marketing. En posant la question, je vais y répondre, évidemment, c'est tout, et on a une petite idée. Donc l'idée, c'est de savoir, l'intérêt, pour vous, c'est peut-être de montrer et ou des exemples, et ou ce qui vous paraît le plus probant, etc. Pour nous, le principal levier, ça reste évidemment le contenu, parce qu'on est des producteurs de contenu. Donc ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a beaucoup fait tout au long de l'année, c'est en tout cas c'est de développer une ligne éditoriale qui est vraiment en adéquation avec les valeurs de notre marque pour arriver justement à fidéliser que ce soit nos lecteurs papier ou notre audience qui est beaucoup plus grande en fait sur le digital. Et on a beaucoup travaillé sur la mise en place de rendez-vous en fait, qui sont justement un des éléments majeurs en tout cas pour créer de la récurrence. Donc on a depuis 1 an, on a une trentaine de rendez-vous maintenant hebdomadaires, donc en fonction des journées, en fonction des thématiques. Alors on a la chance d'avoir des thématiques aussi, même si on est sur
une thématique entre guillemets plus restreinte au début, qui est la presse féminine, en fait, on peut parler sur beaucoup de sujets. Et ça nous permet en fait d'avoir au moins 3 ou 4 rendez-vous par jour, et avec des programmations qui sont aussi différentes entre la semaine et le week-end. Et ça, c'est vraiment le premier levier, c'est le contenu. C'est aussi parce qu'on estime c'est ce qu'on sait le mieux faire, c'est produire du contenu autour d'une belle marque. Cette action, en tout cas sur les contenus, elle s'accompagne aussi du développement de newsletters, qui sont aussi là pour marquer les événements. Donc on a développé, là on doit être à une quinzaine de newsletters disponibles sur le site, des gratuites, des payantes, donc d'autres qui sont donc des newsletters qui seront plutôt destinés à fidéliser nos abonnés, d'autres plutôt à les attirer et les faire rentrer justement dans une récurrence plus élevée. Et voilà, donc on doit être sur cette action-là en fait depuis qu'on l'a mise l'année dernière. Donc on a dû doubler le nombre de newsletters et je crois qu'on est à 5 ou 600 000 abonnés newsletters, donc on a fait plus 50% cette année. Voilà, donc c'est en tout cas un cercle vertueux autour du contenu. Donc ça, en tout cas, nous, le premier axe, c'est le contenu. Et le deuxième, pour aller faire peut-être un peu plus rapidement, c'est l'expérience utilisateur. Donc on va dire technique UX, qui pour nous est très fidélisant. Après, nos exemples, je crois que ça a été dit lors de cette conférence, on va dire que nous, on essaie de se comparer à un des acteurs, en tout cas, qui a eu le plus grand succès ces dernières années sur l'abonnement, c'est Netflix. Et en fait, c'est ce qui s'était passé quand Netflix est arrivé par rapport à Canal+, avec son moteur de recommandation. En fait, ils font beaucoup pour simplifier la vie du lecteur. Et nous, en tout cas, en termes de produits, on a un peu inversé la tendance. C'est-à-dire qu'on avait peut-être l'habitude d'avoir des produits émanant aussi de la technique ou des journalistes, et en fait on est retourné au cœur du sujet. C'est-à-dire que pour avoir des abonnés, en fait, pour faire des abonnements, il faut avoir des abonnés. Il faut des abonnés qui soient contents des outils qu'ils utilisent. Donc en fait, on a recentré, on a redéveloppé tous nos produits en prenant le prisme de l'abonné. Merci. Vous avez évoqué les newsletters, tout le monde en parle. Je sais que Bérénice a évoqué lors de sa première partie d'intervention, applications et newsletters. Donc je vous passe la parole en prenant le micro. Voilà. Oui, en effet, dans les leviers à aujourd'hui, encore une fois, les leviers qui sont vraiment positifs en termes d'engagement pour nous, on a des leviers produits et des leviers contenus aussi. Donc sur les leviers produits, j'en ai identifié 2 à évoquer avec vous. Donc en effet, il y a les newsletters. Donc alors nous, c'est un produit qui existe depuis longtemps chez nous, mais ailleurs aussi. On en a pas mal aux Échos, on en a 40. Et c'est vrai que le parc s'est beaucoup développé ces 2 dernières années, avec comme pour elle des ouverts et des fermés. Il y a un tiers de nos newsletters qui sont réservés aux abonnés. Qu'est-ce que je peux dire de plus en complément de ce que vous avez dit qui pourrait être intéressant? Nos chantiers aujourd'hui, donc les newsletters réservés aux abonnés, c'est vraiment les grandes plumes de la rédaction des Échos qui les signent. Jean-Marc Vittori, Dominique Seux, pour ceux qui connaissent, qui sont lecteurs des Échos, Cécile Cornudet. Et ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est d'abord d'accroître le parc. On a encore des idées de nouvelles newsletter, et aussi un dispositif qui est assez intéressant, qu'on a déjà testé, qui fonctionne bien. C'est que donc on sait maintenant suggérer des newsletters en fonction de la consommation d'articles d'un abonné. Donc une newsletter qui est censée susceptible de l'intéresser particulièrement, mais plutôt que lui pousser directement, on a une newsletter un peu comme une newsletter d'invitation qui est rédigée par l'une des signatures, donc par l'auteur de la newsletter, en expliquant comment il l'a construit, ce qu'il y dit, quel est son angle ou son positionnement. Et voilà, ça fonctionne très bien. Nos newsletters abonnés, elles ont alors les taux d'ouverture, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend par rapport à quoi on se compare, mais on va jusqu'à 60%. Donc on sait que nos abonnés, quand ils ouvrent nos newsletters, on a quand même pas mal de chances de les garder. Voilà. L'autre produit qui est un super levier pour nous, c'est l'app. Donc je crois que Lou l'a dit aussi. Voilà. Donc mais c'est vrai, c'est vraiment tellement vrai. Donc nos abonnés qui ont l'appli, ils viennent vraiment
très souvent, plus souvent que les autres. Et on a là aussi fait une petite étude quand, dans le premier mois, quand on arrive à rattraper un abonné qui n'a pas téléchargé tout de suite l'application et qu'on arrive à lui faire télécharger, on améliore notre taux de churn de 10%. Donc franchement, ça vaut le coup. Voilà, donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup pour que nos nouveaux abonnés téléchargent l'app, donc bien sûr dans toutes les routes d'onboarding, les emailing, on fait aussi même du téléphone qu'on teste depuis quelques semaines et on est en train de tester ce que le monde fait depuis un moment sur les réseaux sociaux. Voilà, et nous aussi, quand on travaille notre application, on la travaille vraiment en pensant aux abonnés. Donc on en a une nouvelle version qui est sortie là en octobre et tous les changements. Donc il y a une homepage qui est réservée, spécifique pour les abonnés. Beaucoup d'archives, en tout cas tous les services qu'on travaille c'est ça, de lire plus tard, de sélection d'articles, de secteurs favoris, tout ça, on fait en sorte, encore une fois, de penser à nos abonnés. Voilà. Et si j'ai encore 30 secondes, sur les contenus, parce que c'est quand même, en effet, il y a l'app, l'investigateur, mais c'est vraiment évidemment les contenus. Et ce que je vais dire est totalement évident, mais en même temps, ça fait toujours bien de le dire, c'est que c'est vraiment les articles à très forte valeur ajoutée, dans lesquels le travail journalistique est vraiment, vraiment fort, qui sont exclusifs, qu'on ne trouve pas ailleurs, qui transforment et qui fidélisent. Donc nous, on a peut-être un best case que je peux évoquer avec vous. Donc l'affaire Naval Group là d'il y a quelques semaines. Donc c'était un sujet qui a été particulièrement bien traité par la rédaction des Échos. Aussi bien par sa réactivité, je crois qu'on a été les premiers à sortir l'info, mais aussi par la multiplicité des traitements. Donc il y a eu plus de 50 articles en une semaine sur ce sujet, avec tout des éditos, des analyses approfondies, de l'actualité très chaude, le point de vue de nos correspondants, j'en oublie, mais aussi des articles, ce qu'on appelle plus pédagogiques, donc destinés à des lecteurs moins réguliers. Donc cette cinquantaine d'articles, et on a fait 10% de nos recrutements d'abonnés grâce à cette thématique. Donc voilà, il faut des bons articles, des bons journalistes avant tout pour travailler l'engagement. Voilà. Merci Bérénice. Pierre-Nicolas. Oui. Ouais, donc, nous, côté InfoPro, il y a un certain nombre de dénominateurs communs qu'on retrouve. Évidemment, la clé, c'est le contenu. Et dans les médias B2B, effectivement, le fait d'avoir des contenus très spécifiques, très anglais, c'est absolument clé. Nous, en permanence, on se pose la question de est-ce que l'angle d'attaque de notre sujet, on pourrait le retrouver ailleurs dans les Échos ou dans Le Monde? Si la réponse est globalement oui, alors c'est que ce n'est pas le bon angle. Donc on essaie de resserrer un peu plus pour que ça réponde bien à notre verticale, à notre communauté de professionnels pour bien se différencier. Alors on a plusieurs exemples de typologie de contenu. Les newsletters, on a des newsletters verticales, c'est pas très original, ça fonctionne très bien toujours. On a aussi des logiques, j'allais dire, de suppléments. Alors ça fait très papier dit comme ça, c'est du supplément dans le magazine, mais on peut les retrouver également en support PDF qu'on pousse auprès de notre communauté d'abonnés. J'ai un exemple très concret pour un de nos médias qui s'appelle la Gazette des communes. C'est le média qui s'adresse à la fonction publique territoriale, et ce sont les gens qui travaillent dans les mairies, les départements, les régions. Et le contenu qui chaque année est le plus consommé, c'est le guide des primes. Donc tout le monde se l'arrache. C'est vraiment le truc, ça te permet de savoir exactement par rapport à ton niveau d'ancienneté, par rapport au département dans lequel tu es, la prime que tu vas pouvoir toucher. Et c'est une information clé. Et chaque année, c'est le contenu qui est le plus demandé à la fois par les abonnés qui sont abonnés en cours et également qui génère de la conversion pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc voilà, c'est un exemple très concret de contenu particulièrement anglais. Deuxième exemple qui génère de l'engagement et qui est assez nouveau, ce sont les webinaires. Alors évidemment, dans le contexte Covid 2020, on a essayé d'inventer des nouveaux formats. Et comme on ne faisait plus d'événements, parce qu'on est organisateur d'événements par ailleurs, on a testé, on a mis en place des webinaires pour traiter de l'actualité chaude d'un certain nombre de sujets. Et on a rencontré un succès incroyable en termes de volume d'inscrits. On a des webinaires qui sont allés jusqu'à 1500, 2000 inscrits.
Dans notre environnement, c'est énorme, 1500, 2000 en presse média B2B, c'est très fort, à tel point que on a décidé, par exemple, pour la Gazette des communes, d'intégrer dans l'offre d'abonnement 10 webinaires par an, montés par la rédaction sur des sujets précis et pour générer un échange avec notre audience, avec nos abonnés. Ça signifie que, peut-être comme dans les podcasts, c'est à la fois un outil d'appel et un outil, et comme les newsletters d'ailleurs, il y a Absolument. des newsletters d'acquisition de masse et puis des newsletters réservés aux abonnés. C'est Absolument, ça, c'est exactement ça. Ce sont des webinaires qui sont réservés aux abonnés. Si vous ne l'êtes pas, on vous fait le cadeau de participer à ce webinaire-là. Vous essayez notre offre pendant 15 jours et on retravaille derrière la conversion. Donc oui, c'est aussi un produit d'appel. Et ça permet de travailler aussi une relation un peu différente entre la rédaction et ses audiences. Là, je vous partage un exemple concret, toujours sur la Gazette des communes. Les personnes qui travaillent en mairie, en département et en région se posaient la question au mois de mai 2020 de comment retourner sur site à la fin du confinement et de savoir quelles règles pouvaient être mises en place. Et on a le directeur général des services d'un conseil départemental du Loiret qui a présenté ce qu'il allait faire. Donc, il était dans une grosse collectivité. Il a présenté les fiches qu'il allait mettre en place auprès de ses services pour préparer le retour dans les bureaux. Et vous avez un certain nombre d'abonnés qui participaient au webinaire, qui ont dit c'est génial, nous on n'a pas les moyens de faire des fiches comme ça, on est une petite collectivité, est-ce que vous pourriez nous les transmettre ? Et donc après, derrière, on a monté un article où on a transmis les fiches du conseil départemental du Loiret qui ont permis à plein de petites collectivités de reprendre les mêmes procédures et de leur faire gagner du temps. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret d'engagement et de renforcement du lien avec nos audiences et nos abonnés. Deuxième point qui fait un peu écho à ce que disait Bérénice sur l'onboarding. On a un certain nombre de pratiques qu'on a pu mettre en place pour accompagner nos abonnés, notamment nos nouveaux abonnés. Donc on appelle systématiquement nos nouveaux abonnés pour s'assurer qu'ils ont bien reçu le lien qui leur permet d'accéder à l'abonnement, s'assurer qu'ils ont bien compris ce à quoi ils avaient droit. Et donc on les appelle tous. Là aussi, c'est propre au B2B. On est sur des volumes qui sont moins importants qu'en B2C, par vertical. Mais on a mis en place, j'allais dire, ce processus d'accueil. Et là aussi, on a des impacts derrière en taux d'engagement tout de suite derrière qui sont de plus 10, plus 15 points sur les niveaux d'usage. Parce que parfois, on rencontre quelqu'un qui n'a pas eu le bon login, le bon mot de passe ou qui n'ose pas demander comment changer le mot de passe. Et donc, ça permet de résoudre des points. Et on a aussi, en deuxième partie de vie de l'abonnement, donc plutôt dans les 3-4 derniers mois de l'abonnement, quand il y a un niveau d'usage qui est en dessous d'un certain seuil, on rappelle les gens pour voir ce qui se passe, dire est-ce qu'il y a un problème, potentiellement est-ce que la personne a changé de job, a quitté l'entreprise, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et proposer, s'il y a eu une mobilité interne, par exemple, de transmettre l'abonnement à la personne qui l'a remplacé. Voilà. Bon, ce sont des actions donc plutôt de type service, onboarding et accompagnement qui viennent compléter le développement de l'engagement, puisque derrière, on voit que ça a aussi des impacts concrets en chiffres sur l'engagement et donc le réabonnement de nos abonnés. Merci, mais je crois que le téléphone a encore une très grande place et un très grand avenir. Après, il y a des difficultés parfois pour avoir les numéros, etc. Mais y compris dans de la presse grand public, il y a des actions en onboarding, en conversion, etc., qui sont très, très puissantes en téléphone. Et alors, nous, en tout cas sur la partie B2B, on est toujours bien accueillis au téléphone. Oui. Alors, je sais que, vu de loin, c'est une perception en disant mais quand il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est pour me vendre la pub, c'est insupportable. On est toujours très bien reçus dans nos univers. Non, mais on n'a plus d'appels maintenant. C'est un peu comme le courrier. Maintenant, ça ne sonne plus. D'accord. Et je peux poser une question ? Et vous appelez donc là, pour le coup, pas l'acheteur, mais bien l'utilisateur ? Ouais, on fait les deux. On fait les deux. Dans le deuxième exemple que je donnais sur les niveaux d'engagement qui sont un peu faibles, on appelle aussi l'acheteur par souci de transparence en disant là, on a vu des décrochages dans les niveaux d'engagement. On voulait s'assurer que tout est OK. Est-ce qu'il y a eu des départs dans vos services ? Ce qui permet de montrer qu'on est proactif dans ce suivi-là aussi auprès de l'acheteur qui sera décisionnaire derrière. Voilà. Merci. Lou, alors je ne sais pas ce que vous vouliez dire, sans doute plein de choses. Moi, je voudrais juste un tout petit peu orienter, si vous pouvez y répondre. Quelle est la part de la personnalisation ou pas ? Je vais prendre un exemple.
Alors bien sûr, les gens qui prennent 10 newsletters, il y a une forme d'auto-personnalisation, mais c'est quasiment du déclaratif, puisque les gens se choisissent. Je vais prendre un exemple avec l'équipe. Moi, je suis abonné à l'équipe, et il se trouve que je n'aime pas spécialement le foot, j'adore le handball. Et le handball, évidemment, même si c'est un très beau sport, c'est là qu'on a les plus grosses médailles, est noyé. Et ben maintenant, je reçois dans chaque newsletter des infos, parfois d'ailleurs un peu minimes, sur le handball, en haut donc l'équipe a vu que c'était pas très dur à repérer, que je cliquais plutôt et que je lisais les articles handball, et donc dans leur newsletter généraliste, ils personnalisent et j'attaque là-dessus tous les matins. Voilà, un petit exemple important. Voilà. Donc est-ce que le monde, au sein de son travail sur l'engagement, travaille la personnalisation et comment ? Oui, alors on travaille aujourd'hui beaucoup la personnalisation en tant qu'outil, on fait beaucoup de tests. On a fait, alors le seul problème aujourd'hui sur la personnalisation avec un titre comme Le Monde, mais je pense à d'autres titres, ça peut être aussi le cas des Échos, c'est qu'il y a une prescription éditoriale. Ça veut dire que les journalistes c'est eux qui définissent la hiérarchie dans un journal, c'est eux qui la définissent aussi sur la homepage au sein du site. Donc c'est compliqué de mettre de la personnalisation. Il faut vraiment savoir où la mettre, comment la mettre, y aller étape par étape. On avait fait des tests dans une de nos newsletters il y a à peu près 1 an et demi sur un encart personnalisé qui montre quand même des chiffres assez édifiants sur le taux d'engagement quand on personnalise. Donc oui, on y va très progressivement, très doucement. C'est un sujet qui peut être sensible au sein des rédactions aussi. Donc on y va vraiment étape par étape et on doit tout démontrer par la data. Ça veut dire que si on y va, ce sont des encarts vraiment très spécifiques qui sont bien explicités pour les lecteurs, et derrière, pour que ce soit aussi accepté par la rédaction, on y va vraiment aussi avec des chiffres pour leur montrer à quel point derrière ça a un impact non seulement sur l'engagement des utilisateurs gratuits, mais aussi bien sûr abonnés. Oui, parce que j'imagine il y a deux problèmes. Un, le média reste une stratégie d'offre, et en effet, voilà ce qu'il faut savoir. Et puis l'autre chose, c'est l'éternel, ce qu'on appelle le risque de la bulle, c'est-à-dire d'enfermer les lecteurs dans une bulle et de ne pas les faire sortir, ce qui est aussi un risque quelque part. Oui, exactement. Et juste pour revenir du coup sur ce qu'on disait, alors je laisserai peut-être sur la personnalisation les différentes personnes ici ajouter des choses. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être testées, plein de réflexions. Nous, juste sur ce qui favorise aujourd'hui l'engagement, tous les sujets qui ont été mentionnés ici, on les travaille bien sûr, je pense que c'est très commun. Il y a un sujet qui favorise l'engagement qu'on travaille énormément aussi, qui est un peu plus indirect, mais on est en train de voir à quel point en fait il a un impact en fait sur nos taux d'engagement. C'est tout ce qui est lié à la rapidité, le temps de chargement des pages. Avant 2018, on ne travaillait pas beaucoup. Alors ça a vraiment été insufflé par le directeur technique qui s'appelle Sacha Mourard, et je vous invite vraiment à aller écouter tout ce qu'il fait là-dessus. C'est vraiment passionnant. Ça a été insufflé par lui et ses équipes en 2018 au moment de la refonte du site. On a mis la web perf au centre des indicateurs. Et en 2018, pour la première fois, et en 2019 aussi, on a atteint un nombre de nouveaux abonnés records et on s'est drastiquement amélioré en rétention. C'est très dur de prouver à quel point c'est lié. Moi, je pense qu'il y a eu deux facteurs très importants qui ont expliqué ces chiffres incroyables. C'est effectivement le fait qu'on a passé beaucoup plus d'articles en payant. Donc on a donné de la valeur à notre offre payante. Là, on a eu vraiment beaucoup plus d'abonnés, une rétention qui s'est largement améliorée. Mais on a aussi tellement travaillé la web performance, la rapidité, la performance de nos pages, qu'on sait que ça a eu un impact. Et on peut proposer les meilleurs contenus qui soient, tous les articles qu'on veut. Si derrière la rapidité, la performance des pages ne suit pas, les gens ne resteront pas en fait. Là, à nouveau, on parle de Netflix et de Spotify. Ils ont mis la barre très haut, c'est des boîtes tech. Nous, on n'est pas des boîtes tech. Et on essaie de s'améliorer, mais c'est difficile. Ils ont mis la barre très haut pour nous, ensuite, derrière, essayer de mettre en place ce genre de système. C'est très difficile, donc on suit. Mais c'est quelque chose vraiment maintenant qui est insufflé non seulement au sein des équipes donc techniques, marketing. Notre équipe audience, elle a un Slack dédié avec la technique. On parle tous les jours de web perf. Moi, j'apprends des nouveaux mots tous les jours. Par exemple, on travaille énormément sur tout ce qui est stabilité visuelle de la page. Cette sensation de stabilité de la page, c'est hyper important. Et on en parle même toutes les semaines en COMEX, en comité de direction. C'est vraiment un sujet maintenant qui est largement répandu, et toutes les semaines, on a un point sur les indicateurs de web performance. Et pour vous donner un exemple aussi à quel point c'est important aussi bien sur le web que sur mobile, sur le site mobile d'ailleurs, on a 60% de trafic qui est mobile aujourd'hui, donc c'est énorme. Les gens nous lisent énormément en mobile, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Et les tests qui sont faits, en fait, pour suivre les métriques qui sont liées à la web perf mobile, les tests de navigation sont menés
sur des iPhone 6. La simulation est faite sur des iPhone 6 en 3G pour se dire, OK, si là-dessus, on arrive à avoir un temps de chargement rapide, c'est vraiment que c'est un environnement dégradé, c'est vraiment qu'on arrive à bien travailler la web perf. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on suit de près. On a des classements qui tombent régulièrement. On a récemment le journal du Net qui a sorti un classement. Le Monde est le 3e média le plus rapide, derrière Wikipédia et 20 minutes. Ça aussi, on le regarde de très près. On essaie de comprendre pourquoi. Voilà, on n'est pas deuxième, pourquoi on a perdu des places. On le suit tout le temps. Et c'est vrai qu'au début, j'expliquais beaucoup cette ultra-performance en 2018 et 2019 par les actions marketing, c'est vrai, tout ce qu'on a fait en sponsorisation, par le contenu, bien évidemment, beaucoup plus d'articles payants, une valeur forte pour les abonnés. Mais alors, c'est indéniable aujourd'hui que le travail sur la web perf et les améliorations techniques ont porté leurs fruits. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une dernière question sous forme un peu presque de première question de la salle, parce que le temps passe très vite, parce qu'il y a des choses passionnantes à dire. Et je voudrais savoir si le travail autour de l'engagement diffère, s'il y a des spécificités quand on est dans la partie, parce qu'on voit que l'engagement, il est partout. C'est ça qu'on aime bien, c'est que c'est un fil rouge, c'est un leitmotiv. C'est aussi la complexité. Mais est-ce qu'il diffère quand il s'agit de convertir, de conquérir, de convertir des lecteurs, des abonnés, et quand il s'agit de les conserver? Est-ce qu'il faut que d'autorité, je passe... Non, je vois que sans autorité, Bérénice prend son micro. Non, mais tout le monde pourra parler. Alors, il y a entre recruter de nouveaux lecteurs, conquérir et fidéliser. Donc là, nous, on en est notre connaissance aujourd'hui, c'est que pour convertir et fidéliser, c'est les mêmes contenus. En revanche, c'est pas les mêmes produits, enfin, c'est pas les mêmes canaux. Donc on l'a dit, fidéliser, c'est l'app et les newsletters, et pour convertir, c'est le site et les plateformes. Et alors, bon, ça, et voilà, peut-être le truc que je peux dire en plus de ça, et donc pour aller chercher de nouveaux lecteurs, donc ça, nous, on est arrivé à la conclusion que, en termes de contenu, pour le coup, on a eu besoin de créer quelque chose d'un peu nouveau, complètement dans la ligne des Échos, évidemment, mais qui va vers le sens de plus un peu de pédagogie ou voilà, sur nos sujets très sectoriels, un peu hardcore de l'industrie, de la banque, voilà, pour élargir et pour voilà, amener de nouveaux lecteurs à la lecture des Échos. Et pour ça, la rédaction a créé ce qu'on appelle une bibliothèque de format qu'elle utilise quand, voilà, en cas d'actu, je citais Naval Group tout à l'heure, de grosses actus très cœur d'ADN des Échos, voilà, un petit hameçon envoyé vers des lecteurs moins abonnés, moins habitués à la marque. Et donc, c'est des formats très 5 questions sur, enfin, l'idée est de décomplexifier un sujet compliqué. Voilà. Merci. Donc, en fait, la logique reste la même de toute façon sur la fidélisation, sauf que avant en tout cas l'objectif ça va être plutôt la conversion, et après en effet la rétention. Après il y a beaucoup de sujets dont on a parlé précédemment qui vont justement plus peser d'un côté ou de l'autre. Quand on parle de la vitesse de chargement et de la web perf, c'est en effet devenu très important, et c'est devenu important en amont et aussi en aval. C'est que, en effet, je pense que ça a même plus d'impact pour garder, presque pour fidéliser justement notre audience. Donc c'est aussi d'ailleurs un des chantiers qui est redevenu sur le devant de la scène, et pas forcément pour l'acquisition. Nous, en termes de rétention, donc on est plutôt sur des... en fait, on commence à beaucoup regarder aussi justement la consommation de nos abonnés. Donc on s'est beaucoup attardé sur qu'est-ce qui allait déclencher l'achat, et après on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contenus qui vont aller déclencher un achat, mais c'est pas forcément ce qui va être consommé après. Donc on regarde aussi la performance de nos contenus avec cet angle-là, ce qui permet aussi de valoriser d'autres types de contenus qui sont peut-être un peu plus difficiles ou rudes, en tout cas à lire, mais qui ont en fait une grande force. Nous, justement, par rapport au contenu, on a des contenus qui fidélisent et des contenus en fait qui sont plus dans la transformation. Après, ce qu'on essaye de faire aussi en fidélisation, c'est de sortir aussi de la partie contenu et production exclusive. C'est aussi de créer du lien avec la rédaction. C'est l'accès un peu particulier avec la rédaction, parce que c'est
comme dans tous les médias, il y a quand même des grandes figures qui sont appréciées par toute notre audience. Donc c'est pas une notion, c'est un peu une notion de club, en tout cas, mais revue et corrigée, où il y a beaucoup plus d'échanges avec les membres de la rédaction et nos abonnés. Et c'est un critère assez important, en tout cas dans la fidélisation également. Et après, bon, je ne reviendrai pas sur les critères de perso qui, pour nous, sont... Donc on teste aussi pas mal de choses, avec peut-être un peu plus de liberté qu'au Monde. Mais c'est... Il y a quand même des statistiques qui sont quand même assez intéressantes sur, par l'exemple en effet du hand. Donc pour nous c'est sur d'autres sujets, mais c'est très pertinent d'arriver à mêler en tout cas des sujets qui sont assez spécifiques dans des newsletters un peu plus généralistes, parce que sur la longueur, ça a un peu le sentiment aussi d'exister. On est pris en compte, c'est aussi une question de valorisation des abonnés. En fait, on sait que j'aime ça. Donc on le limite par contre, parce qu'il y a l'effet bulle en fait, qu'on veut éviter. Donc on limite qu'à une seule partie, en tout cas de l'exposition de ces articles. Juste avant de passer la parole à Lou et à Pierre-Nicolas, parce qu'on voit à quel point le contenu est important et les contenus ne sont pas forcément les mêmes pour acquérir, pour fidéliser. Moi, je renvoie, on en a parlé en échangeant avant cette table ronde avec Bérénice, à un article ou une contribution, on va dire, qu'avait fait Le Temps, le journal suisse, et qu'on retrouve sur leur blog. Alors, si vous tapez Le Temps, et ça doit être pour qui j'écris cet article, et qui explique pourquoi quel article est mis en payant, en gratuit, et pourquoi. Il y a 4 catégories, 2 catégories de payants, 2 catégories de gratuits, avec des caractéristiques qui sont propres à la presse d'information générale, suisse, pas forcément, mais presse d'information générale, et avec des médiatisations différentes, etc., qui rebondissent sur plein de choses qui ont été dites et qui sont... c'est très, très précis, c'est assez intéressant. Voilà. Lou ou Pierre-Nicolas? Pierre-Nicolas. Lou m'a proposé d'enchaîner. Alors globalement, c'est le contenu qui drive tout. Donc il n'y a pas forcément de différence majeure sur les contenus qui permettent de fidéliser et les contenus qui permettent de générer l'acte de conversion. D'ailleurs, la meilleure manière pour nous d'abonner, c'est de proposer des essais. On a des essais qui durent 15 jours, parce qu'on s'est rendu compte que 15 jours, ça suffisait pour que nos prospects se rendent compte de la qualité de l'offre. Donc on a raccourci rapidement les durées d'essai. Quoi, 2 mois, au début, on était sur 2 mois. Rapidement, on est passé à 1 mois. Et on a des collègues en Angleterre qui étaient sur 15 jours, qui nous ont dit, mais nous, on a fini par... sur 15 jours, et 15 jours, ça suffit. Derrière, ça n'améliore pas drastiquement le taux de conversion. Il faut bien engager pour que les gens consomment pendant ces 15 jours. Effectivement. Là, il faut s'assurer, au bout de 24 heures, qu'ils ont bien ce qu'il faut pour avoir la courbe de test la plus puissante possible. Deuxième élément de réponse par rapport à votre question, l'engagement pour les utilisateurs gratuits se fait aussi sur d'autres leviers, avec d'autres objectifs. Donc, par exemple, les utilisateurs gratuits non abonnés nous intéressent pour générer des leads qualifiés pour des annonceurs en B2B. Donc typiquement, un exemple, c'est on va proposer un livre blanc sur comment migrer vos données dans le cloud pour les acteurs de l'assurance. Et les gens qui auront téléchargé le livre blanc, derrière, on va transmettre les coordonnées auprès d'un acteur du cloud. Donc ça, c'est un engagement avec d'autres objectifs. Ça reste du contenu, encore une fois, dans l'exemple que l'on donne là. Mais l'objectif est différent. Ce n'est pas de générer de l'abonnement, ça va être de générer des leads. Et donc, c'est un objectif publicitaire pour dire les choses autrement. Mais voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est le dénominateur commun, ça reste toujours le contenu et le fait qu'il soit particulièrement bien anglais quand on est dans le B2B. Merci. Bon, tout est dit. Tout est pratiquement dit. Après, effectivement, donc ça, on va y avoir aussi bien sur l'acquisition que la rétention, ça va être énormément les contenus, bien sûr. Nous, on le voit de plus en plus dans les contenus qui convertissent le mieux. C'est aussi les articles les plus lus par les abonnés. Souvent, on aime bien donner l'exemple de l'article qui a fait le plus d'abonnés. C'est aussi l'un des articles les plus lus. C'est un des articles qu'on considère comme société. C'est un des articles de la série S'aimer comme on se quitte, qui s'appelle « J'ai tout raconté à mon mari ». C'est un article, voilà, on sait que les séries aussi ont un impact très important parce qu'elles donnent envie aux gens de revenir, ça crée un rendez-vous. Donc bien sûr, les contenus vont travailler à la fois sur l'acquisition et la rétention. Ce qu'on disait aussi, toutes les améliorations techniques, ça va aider les deux. Là où vraiment il va y avoir une différence, effectivement, ça va être le travail ensuite sur l'acquisition,
Pour aller chercher de nouvelles personnes, il va falloir effectivement payer, aller sur des leviers payants, définir quel est le taux de rendement, en fait, le prix qu'on est prêt, nous, à mettre en termes d'investissement pour aller chercher des gens. S'ils sont trop loin, s'ils nous coûtent trop cher et qu'il reste qu'un mois, ça on le regarde énormément, ça ne sert à rien de dépenser. Donc on se fixe vraiment un coût d'acquisition maximal pour ne pas aller chercher des gens qui sont trop loin parce qu'ils ne resteront pas et qui seront durs ensuite à garder. Et bien sûr, donc ça c'est vraiment plus pour la partie acquisition, aller chercher des gens, leur soumettre des contenus, on leur soumet bien sûr des offres promotionnelles. Ce sur quoi ils convertissent le plus, c'est les contenus, c'est quand on leur pose des contenus sur les réseaux sociaux, payants de préférence. D'abord, on les attire avec du contenu gratuit quand ils sont très loin, puis progressivement sur des contenus payants. C'est là qu'ils convertissent. Il y a toujours un petit temps aussi de réflexion, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez suffisamment, mais il y a quand même un temps long sur la réflexion de l'abonnement. Nous, ce n'est pas des gens forcément qui s'abonnent tout de suite. Pour certains abonnés, on sait qu'ils vont mettre plusieurs mois, voire certains plusieurs années avant de se décider à prendre un abonnement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de commencer à regarder. C'est très difficile en fait de se dire mais pourquoi ils s'abonnent, quelle est la raison en fait de leur abonnement. On leur demande, on sait que c'est pas forcément, c'est parfois du déclaratif et que c'est pas la vraie raison pour laquelle ils sont abonnés, donc c'est quelque chose qu'on essaie de regarder. Et sur la partie fidélisation, là on va plus effectivement travailler sur les applications, sur le produit, sur les features. On sait que quand on a les gens qui sont là en général, avec le contenu derrière, c'est déjà une grosse part de gagner. C'est tout ce qu'on va pouvoir venir améliorer en termes d'expérience utilisateur, que ce soit des fonctionnalités, leur permettre de mettre en favori leurs articles ou d'avoir vraiment des articles qu'ils peuvent garder comme un peu sur le papier. On a beaucoup d'abonnés papier qui découpent des articles et qui les gardent depuis 20 ans. Ça, quand on parle avec eux, c'est édifiant. Et il y a des pratiques qui sont presque similaires sur le web, avec vraiment un stockage d'articles en PDF. C'est édifiant. Et cet engagement, il passe aussi par là. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas être timide parce qu'on a très peu de temps, donc il y en aura très peu. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a un micro ou pas. Non, hein, ces deux-là, mais... donc, est-ce qu'il y a... Voilà. Bonjour, j'ai une question, parce que de l'engagement, quelquefois, il faut passer aussi à la monétisation. C'est pas mal. En particulier, côté InfoPro, donc vous avez dit qu'au niveau de la Gazette des communes, vous aviez favorisé l'engagement avec 10 webinaires en plus dans votre abonnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous monétisez ou que vous avez inclus dans l'abonnement ? J'augmente les tarifs de 14%. D'accord. On ne fait rien gratuitement. Ouais, non, mais c'est important de le dire. Donc, vous avez raison, c'est une très bonne question. Donc, nous, on a notamment sur la partie contenu et abonnement une stratégie de valorisation du prix, défense du prix par la valeur et l'enrichissement de la valeur. Et d'ailleurs, votre question me permet de rebondir sur un point que je n'ai pas évoqué là. Dans le groupe, on a fait le choix, par exemple, que l'offre d'abonnement 100% numérique soit au même prix que l'offre d'abonnement numérique plus le papier. Et on défend ça... en défendant la valeur, en disant que la valeur, c'est le contenu et ce n'est pas le support de consommation du contenu. Donc ça va dans le sens de la question que vous posez. Défendre la monétisation et la valeur, c'est très, très important. Merci. Alors, s'il y a une autre question, vous avez vu, question claire, réponse claire. Hein, Bonjour, Paul Boris, nouvel économiste. Est-ce que chez InfoPro, vous avez les mêmes moyens de paiement que les médias B2C ou ça diffère un peu ? Puisque les prix d'abonnement sont différents, je pense. La question sur les modes d'abonnement ou les prix ? Les moyens de paiement. Vous avez les mêmes moyens de paiement que le B2C ? On a un peu de carte bleue. Après, c'est de la facture ou ça peut être du RIB, mais c'est beaucoup de facturation puisque la très grande majorité de nos abonnés passent par l'entreprise. Donc, la carte bleue est relativement mineure chez nous par rapport à j'imagine, mes confrères et mes consoeurs du B2C. Alors, je vous passe le micro si ce n'est pas une question pour InfoPro. Hein. Pour tout le monde. Bonjour. Vous avez parlé rapidement de coût d'acquisition. Ça m'intéresserait de savoir quel est le coût d'acquisition de chacun. Alors, question claire, pas de réponse. Je suis désolée, alors on ne le donne pas, mais nous on ne le donne pas. C'est très propre, en fait. Mais même si je vous le donnais, ça n'aurait aucun intérêt pour vous, parce que ça dépend du prix de votre abonnement, ça dépend de vos utilisateurs. Par contre, je peux vous dire qu'on l'a défini grâce à l'aide de 2 data analystes qui nous ont aidés à le calculer, parce que je pense qu'on en calculait un au début qui n'était pas bon du tout. Et il y a 2 data... Oh, pas énorme. On s'était trompé d'environ... dans les 5-10 euros, ce qui n'est pas énorme en termes de coût d'acquisition parce qu'ils augmentent chaque année. Non, mais ça allait. C'était pas, je pense. Je me trompe peut-être, mais non. Et ne notez pas que Le Monde a un coût d'acquisition de 5 euros. Ah non, j'ai pas dit ça. Hein. C'était la différence. Hein. Je n'ai pas dit.
Ce sera génial. Non, j'ai pas dit ça. Mais effectivement, on s'est fait aider. Et maintenant, on en a un beaucoup plus précis et il évolue chaque année. Et on se fait vraiment aider là-dessus. Et ça va vraiment conditionner toutes nos campagnes d'acquisition. En fait. Dès que le coût commence à être bien au-dessus, on arrête tout. Moi, je peux vous répondre. Il est fonction du prix de l'abonnement et de la durée de vie de l'abonné. Voilà ma réponse. Donc ça dépend des médias, de ces deux variables principalement. Et c'est vrai qu'en plus, entre les problématiques d'attribution sur le numérique, ce que l'on intègre dedans, est-ce qu'on met la structure, le prix du loyer, j'exagère, je pousse un peu. Chaque éditeur a son indicateur. Moi, c'est d'intégrer la durée de vie de l'abonnement qui est le plus important. Donc, il varie en fonction de là où on recrute. Effectivement, il y a des, on l'a dit, beaucoup. Il y a des canaux par lesquels on recrute et les gens, on sait, vont rester longtemps, d'autres moins. Donc, en fonction de ça, on ajuste. Mais ça coûte toujours moins cher qu'un mailing papier, ça c'est sûr. Ne plus lâcher le micro. Alors, je propose une avant-dernière question, parce que comme vous avez levé la main, comme ça, s'il y en a une dernière, c'est après. Allez, j'en profite. En tech et UX, il y a beaucoup de signaux faibles. Est-ce que vous monitorez la fluidité de la connexion de vos abonnés ? Par exemple, comparer le nombre de visites mensuelles d'un abonné avec son nombre de connexions. Est-ce qu'il a enregistré son mot de passe ? Est-ce qu'il a sa connexion stable en cookies ? Et comment on peut l'amener à lui simplifier la vie ? Technique. Alors, moi, j'ai juste parlé en termes peut-être déjà de la première connexion. En fait, je vais revenir tout à l'heure sur le sujet on n'est pas des entreprises tech. Rien que le sujet de la connexion, vous faites le test sur 5 médias différents, vous verrez à quel point ça peut être une galère pour se connecter à son compte. Mais vraiment une galère. Hein. Ça peut durer 5 minutes. J'ai fait l'expérience récemment avec un site, je ne dirai pas lequel. C'était terrible. Et nous, ça a été le cas pendant longtemps. C'était ce cas-là, des problèmes de connexion. Et ça, quand un abonné se connecte et n'arrive pas à accéder à ses contenus abonnés, c'est désastreux en termes d'expérience utilisateur. Donc, on n'a pas parlé du tout d'outils, mais on a souscrit un outil qu'on a utilisé pendant très longtemps en gratuit, qui a été un vrai investissement pour nous, ça s'appelle Amplitude. Ça nous a permis d'aller regarder très précisément pourquoi certains abonnés, parfois, et attention, on va aller sur des cas bien spécifiques, s'abonnaient puis se désabonnaient 5 fois de suite, dans 1 heure. Parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas abonnés. Ils étaient abonnés via un article, ils ne comprenaient pas. Ils s'abonnaient, ils se réabonnaient. En fait, on n'arrivait pas à leur donner, dans les 20 minutes qui suivaient, ou même dans les 5 secondes qui suivaient, l'accès à leur article. Dramatique. Hein. Ça fait 3 ans qu'on travaille comme des fous dessus. On s'est beaucoup amélioré. Mais sur le web, sur les applications, on est très bon, aussi en partie grâce aux OS. Mais sur la partie web, on a toujours des taux, enfin des objectifs très très hauts de connexion des abonnés. C'est difficile. Et ça, c'est la première étape déjà pour nous. Après, bien sûr, une fois qu'il est connecté, en général, c'est bon et on arrive à suivre. Il reste logué, connecté. Mais déjà, cette étape, elle est cruciale. Non, en fait, ce qui est marrant en fait, justement dans notre métier, c'est qu'on part aussi, on a une grosse base en tout cas d'abonnés print avant, enfin en tout cas nous aussi dans la presse magazine, et en fait c'est vrai qu'on a un peu un poids technologique et un rapport au temps qui est complètement différent. Parce qu'un abonné print, déjà on lui demande à peu près 150 champs à remplir, il recevra son magazine dans 2 semaines, donc en fait c'est pas un problème. Là en fait, quand on parle des entreprises tech, c'est qu'en fait de l'achat c'est Amazon, donc en fait c'est en un clic. Donc on a un ensemble de problématiques donc, qui sont technologiques, qui sont les moyens de paiement. Et en fait, on doit complètement, justement, ça a été aussi révolutionnaire, en tout cas au sein des groupes, c'est de changer de paradigme pour être, entre guillemets, Internet first. Et c'est quand même des médias en fait, qui ne sont pas du tout, qui commencent à être baignés quand même dans cet environnement-là. Mais c'est des vrais changements de paradigme. Et en fait, on s'aperçoit que, voilà, ne serait-ce qu'un formulaire, changer un formulaire, ça peut être vécu peut-être difficilement au sein des équipes historiques de certains médias, mais en fait, si on ne s'aligne pas sur les best practices du moment, en fait, on passe à côté du marché. Donc, c'est vraiment très, très important. Merci. Alors, est-ce qu'il y a la dernière question ? C'est pas obligatoire. Hein. Merci. Pierre de Grand-Maison. Moi, je me demandais aujourd'hui la stratégie. Je n'étais pas au début de chacun sur Subscribe with Google. Où est-ce que vous en êtes en fait chacun sur l'intégration de Subscribe with Google ou pas du tout, ou savoir un peu où est-ce que vous en étiez aujourd'hui là-dessus. Allez-y.
n'y va pas. Donc les échos n'y va pas. Oui, non, les vont échos, pas. les échos, ouais, non, on n'y va pas. Dans le groupe Le Parisien, il va. Ça vient d'être implémenté, c'est en cours où ça vient de l'être. Nous, on n'y va pas pour une raison de prix. On veut pas, on veut rester, maintenir absolument notre prix de recrutement et pas faire de rabais beaucoup, parce qu'on a aussi, voilà, on se regarde avec InfoPro. On a aussi notre double canal de vente en individuel et en B2B, et qu'on peut pas, si on veut se développer en B2B, c'est difficile, enfin c'est contre-productif de casser trop le prix en B2C, voilà. Nous, on a Subscribe with Google, on l'a implémenté en juin 2020 au moment de nos nouvelles offres d'abonnement. Ça marche très bien. C'est un outil qui nous aide aussi à fluidifier le parcours utilisateur au moment de l'abonnement, aussi en gestion des abonnements derrière. C'est presque un petit système de gestion d'abonnement à lui tout seul. Ça fonctionne très bien. Ça nous a ramené entre 30 et 40% d'abonnés additionnels. Alors, dedans, il y a bien sûr une part de cannibalisation par rapport à nos abonnés existants, mais ça nous a permis vraiment d'aller chercher de nouveaux abonnés, aussi en partie parce qu'on fait une offre promotionnelle dédiée. Mais oui, ça fonctionne plutôt bien. Et nous, on s'est dit que ça venait en renforcement de notre stratégie OS. En fait, aujourd'hui, on propose des abonnements via Apple, via Google sur Android. C'était exactement le même principe, en fait, de le faire avec Subscribe with Google. Donc, on s'est dit autant choisir un nouveau moyen de paiement. On va en mettre plein de nouveaux additionnels. Mais aujourd'hui, ça marche bien pour le monde et on est en train de l'implémenter sur les différents sites du groupe. Merci beaucoup. Nous, on n'y va pas non plus. Un peu pour des raisons économiques, mais surtout après pour des raisons idéologiques et parce on vit des moments compliqués avec les droits voisins, donc tant que cette thématique n'avance pas, pour l'instant on n'y va pas. Merci beaucoup. Moi, je retiens, toujours faire une petite conclusion. Dans les modes du marketing, à un moment on parlait que du produit, après on a parlé que du client. Moi, les modes... C'est utile parfois, mais c'est un peu fatigant. C'est toujours trop caricatural. Et je trouve vraiment qu'avec l'engagement, on voit bien que ce qui est important, c'est de réunir, je dirais, le produit et le client au sein de ce qu'on peut appeler le service. Et quand on voit des postes comme celui de Lou, qui sont maintenant marketing et produit, je crois que c'est bien ça qui est là. Voilà. Écoutez, c'était vraiment un plaisir d'être en présentiel. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir tous les quatre. Je crois que ça a été vraiment intéressant. Vous avez délivré des bonnes choses, bon, sauf pour le CRA. Le coût de recrutement de l'abonné, c'est tellement horrible ce nom, que Lou conserve jalousement. Voilà. Je propose qu'on vous applaudisse et moi je vous remercie vraiment.